Elles sont jeunes, pas mariées, mais déjà mères. Habituellement appelées filles-mères, elles portent la charge d'un ou de plusieurs enfants sans la présence du géniteur. Au Bénin, le phénomène croît de façon considérable d'année en année et entre les diverses pressions sociales et celles liées à la survie personnelle et celui de leur progéniture, l'existence de ces filles-mères est loin d'être un nid de confort. Le phénomène des filles-mères au Bénin, c'est le sujet du dossier de la semaine avec un docteur en sociologie, anthropologie. Avec lui, on verra ensemble les retombées de ce phénomène sur le développement socio-économique. Mais avant, avec les confrères, on parle environnement. 4 ans déjà que l'accord de Paris est entré en vigueur. Qu'en est-il des promesses formulées lors de la COP 21? Les engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre ont-ils été respectés? Sinon, quelles sont les difficultés qui entravent sa mise en œuvre? Alain Tossounon et William Tchoki sont avec nous ce matin pour le décryptage. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission dominicale Wikeko. Comme vous le savez, on fait un tour à la rédaction, c'est le mini-journal avec Alessandra Jota. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. S'investit dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique, eh bien, de nombreux jeunes en fin de formation s'orientent de plus en plus dans le domaine. Mais quels sont les secteurs porteurs qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans cet élément. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même, on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque
et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. On parle d'entrepreneuriat, je nous propose de nous intéresser à présent à cet entrepreneur spécial, le géomètre. C'est une personne qui exerce un métier qui consiste à établir différentes mesures touchant les propriétés foncières. Le métier de géomètre implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Mais de façon générale, il s'agit pour ce professionnel de mesurer avec une grande précision des éléments de paysage urbain ou des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. Zoom sur le métier de géomètre avec Herman Amégan. Avec nos appareils, les différentes Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. matières de données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Madame, Monsieur, et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons? C'est le principe du consommons local. Si certains Béninois n'en font pas une préférence, d'autres, par contre, choisissent le Made in Bénin. Un regain d'intérêt qui motive davantage les producteurs locaux à miser sur la qualité de leur production. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous vous amenons à la découverte des chaussures localement fabriquées. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle
Les paires-bas, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. C'est sur cet élément que prend fin ce mini-journal de Wikeko que je vous remercie d'avoir suivi la suite de l'émission avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous. Wikeko se poursuit sur ce plateau. À présent, c'est la revue de presse économique, une présentation de Patrick Adiagodjou. 1700 entreprises accueillent bientôt une nouvelle vague de demandeurs d'emploi ayant postulé au programme spécial d'insertion dans l'emploi. La Nation publie l'information à la une de sa parution du jeudi 5 novembre 2020. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, une nouvelle vague de recrues dans les entreprises. Le journal du service public précise que les postulants de ce programme ont été auditionnés et annonce que dans quelques jours, ils seront mis à la disposition des entreprises demandeuses. Pour rappel, le programme spécial d'insertion dans l'emploi ambitionne d'insérer par an 2000 jeunes dans les entreprises à la demande de celles-ci. Sur un autre plan, le journal nous apprend que le Bénin vient de conclure un contrat avec l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. L'auteur de l'article nous signale qu'une autorisation de signature de convention d'assistance technique a été signée entre le Bénin et l'OMT en vue de l'amélioration des performances du secteur touristique béninois. À ce propos, le journal écrit en manchette « Développement du tourisme, un contrat avec l'OMT pour améliorer les performances ».
Le journal ajoute qu'il est question, à travers ces conventions, d'évaluer entre autres les licences d'exploitation des établissements d'hébergement touristique, des restaurants, bars et assimilés, des agences et bureaux de voyage. De même, à en croire La Nation, il s'agira d'actualiser les tests existants et d'en proposer de nouveaux répondant aux exigences actuelles du secteur du tourisme. À propos du prochain budget de l'État gestion 2021, le Matin nous apprend que les députés se sont imprégnés du contenu du document. L'Économiste et La Nation nous informent quant à eux que le secteur privé a fait de nouvelles propositions fiscales aux députés en vue de réduire les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. À la page 3 de sa parution du 5 novembre 2020, l'Économiste a publié l'intégralité des propositions fiscales du secteur privé au gouvernement. Les Cana nous informent que le secteur privé a insisté entre autres sur la nécessité pour l'État de subventionner les machines électroniques de facturation normalisée et leurs logiciels de facturation. Sur le sujet, l'Économiste affiche en manchette « Réforme fiscale au Bénin, la facture normalisée », l'autre casse-tête des PME. La presse nationale s'est aussi intéressée à la descente du chef de l'État dans les marchés en construction à Cotonou. D'entrée, le journal du service public constate que Patrice Talon apporte un supplément d'âme aux travaux d'option de marché moderne à Cotonou. Le journal nous apprend qu'il est prévu à Cotonou la construction de 9 marchés urbains et surtout modernes avec des commodités qui assurent une aisance sans pareil sur ces lieux de commerce. Au bout de plusieurs heures de visite, constate le journal, la satisfaction du chef de l'État était à son comble par rapport au niveau d'avancement des travaux. Le meilleur enchéri est titre. En visite sur les chantiers de construction des marchés à Cotonou, Talon confirme qu'il tient au panier de la ménagère. Fin de cette revue de presse économique. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Et comme je l'annonçais, l'accord de Paris sur le climat de 2015 qui constituait un point de repère dans la lutte contre le réchauffement climatique peine encore à être efficacement mis en œuvre. 4 ans après son entrée en vigueur, est-on passé de l'espoir au scepticisme? C'est l'instant décryptage. Et 2 confrères connus et reconnus dans le milieu de l'environnement sur les questions d'environnement sont avec moi ce matin pour le sujet. Alain Tossounon, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là. Merci. William Toki, bonjour. Bonjour, Levaïus. Merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Alors, l'ambition, chers confrères, à la COP21 était de contenir la hausse globale des températures en dessous de 2 degrés Celsius et de maintenir les efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degré Celsius. 4 ans après, avez-vous l'impression que cet objectif est en voie d'être atteint? Une question piège, je dirais. Bon, je dirais, je ne suis pas sceptique, ouais. Je demeure optimiste. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont produits. Quand je prends par exemple la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, ouais. C'est un grand coup à cet accord. Parce qu'au début, en 2015, c'était 195 pays. Oui, qui avaient signé. Une première fois que toute la planète décide de dire « Ok, aujourd'hui, on s'assoit et puis on décide de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. » Une ambition noble pour la planète entière. Ouais. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont produites, surtout que les gens ont du mal à laisser l'utilisation des énergies fossiles. Tout à fait. Parce que depuis toujours, c'est cela qui permet aux usines de tourner. Les gens se disent, mais alors si on laisse l'énergie fossile, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ouais. C'était là la grande interrogation. À ce niveau, des promesses ont été faites, mais jamais ces promesses n'ont été respectées. Et la faute est à qui si ces promesses n'ont jamais été respectées? À tous les États qui ont signé, certainement. Bon, pas tous les États, surtout les grands pollueurs, les pays développés. C'est surtout à ces pays-là que je dirais, enfin, c'est eux qui sont fautifs. Parce qu'ils ont beaucoup plus de responsabilités que nous, pays africains, qui, quand on prend toute l'Afrique, n'émet que moins de 3% de gaz à effet de serre par rapport aux autres États-Unis, Chine, l'Europe. C'est les grands pollueurs, ils ont pris des engagements qu'ils n'ont jamais respectés
Je prends un exemple, si vous voulez, l'Allemagne qui dit, OK, en 2022, je fermerai tout ce qui est puits de charbon. Quelques mois après, qui ravale sa vomissure pour dire non, je préfère aller à 2025. Aujourd'hui encore, on doute fort que ce pays accepte d'arrêter l'utilisation du charbon. Voilà autant d'éléments qui mettent en mal cet accord. Un accord qui était parti pour vraiment nous permettre de mieux respirer, de permettre à la Terre de ne pas continuer à se réchauffer, mais avec ce que nous constatons, ça continue de chauffer. Ouais, et ça va continuer on a du mal, on se dit, mais est-ce qu'un jour, on va arriver à cette étape, à ce que l'accord prévoit? Vous avez posé d'autres questions, certainement. On va détailler les questions. Alain Tosunon, avez-vous l'impression que l'accord de Paris était un peu trop ambitieux? Oui, bien sûr. Et je crois même qu'il faut en être fier. Et puis, il faut saluer ce premier accord international à caractère universel. 197 États partis à cet accord-là. Et il faut déjà comprendre que déjà, sur les 197 États partis à cet accord, 183 l'ont ratifié. Quand vous comparez ça à d'autres tests, à d'autres conventions, très souvent, vous n'avez pas autant de pays qui s'engagent comme ça aussitôt. C'est là où il faut saluer l'avènement de cet accord-là. Maintenant, quel bilan peut-on faire? Je crois que William a commencé déjà un bilan mitigé. mais je crois qu'à côté de ça, il faut rappeler que 3 ans après, donc l'accord de Paris par exemple, dans le monde, il y a eu 20 500 lois qui ont été votées en faveur donc, de cet accord. Donc c'est quand même important. 1500 lois. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre et 58 pays dans le monde ont pris les lois, des mesures, justement pour respecter les engagements qui ont été pris. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cet optimisme suscité aujourd'hui a du plomb dans l'aile? Oui, je dois dire que déjà même l'accord en lui-même contenait un certain nombre de faiblesses. Je crois qu'il y a 2 ou 3 faiblesses. La première faiblesse, c'est que l'accord n'a pas, je dirais, un mécanisme contraignant. C'est-à-dire que c'est la volonté, tout dépend de la volonté des pays. Donc, comme l'a dit William, les États-Unis qui acceptent, qui après se reviennent là-dessus. Donc, ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire que lorsqu'un pays, vous savez, pour la première fois pour un accord international, il y a eu des contributions déterminées au niveau national, les CDN. Donc, c'est quand même, c'est pour la première fois qu'on a donc, que des pays prennent des engagements par rapport à un accord. On a eu ça. Mais maintenant, quand on a eu ça, mais lorsque les pays ne respectent pas ces engagements, mais il n'y a pas un mécanisme de sanction coercitif qui permet donc de rappeler à l'ordre les différents États. Déjà, c'était la première faiblesse. Mais la deuxième faiblesse, et il l'a dit, c'est que cet accord ne mentionne pas clairement l'abandon du charbon et du pétrole. Or, nous savons très bien que les énergies fossiles, ce sont ces énergies-là qui polluent beaucoup plus l'environnement. Donc, les pays ne se sont pas engagés clairement à abandonner donc, ces énergies fossiles. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ces pays-là continuent à utiliser du charbon, à utiliser donc, le pétrole. Donc ça, c'est l'une des critiques qu'on faisait donc, à l'accord de Paris. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que quand vous regardez un peu, vous allez vous rendre compte que les efforts que les pays se sont engagés à faire, on se rend bien compte que les engagements ne sont pas respectés. C'est-à-dire que, les contributions, aujourd'hui, si on fait des bilans au niveau des pays, ça ne marche pas. Quand vous prenez l'Europe, le cas de l'Europe est très intéressant. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les 28 pays de l'Europe se sont engagés, il y a eu un objectif commun. Donc, on s'engage à vraiment... mais à l'arrivée, c'est que non seulement les objectifs sont flous, les objectifs sont flous. C'est que mais chaque pays ne s'est pas engagé résolument à dire dans cet objectif commun, voilà ce que je dois faire. Autrement dit. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan donc des bons élèves, donc ceux qui sont des bons élèves au niveau mondial, il n'y a aucun pays de l'Europe. Quand on cite les bons élèves en matière d'accord de Paris, vous allez voir, on va citer le Canada, il y a Costa Rica, l'Indonésie, le Japon, et puis le Pérou. Mais vous ne voyez, il y a 16 pays qui sont bons élèves aujourd'hui dans le monde. Mais sur les 16 pays, vous n'avez aucun pays de l'Europe. Mais il y a 3 pays en Europe qui, enfin,
font des efforts. Vous avez la Macédoine, vous avez le Monténégro et vous avez la Norvège. Ce sont les 3 pays qui, en Europe, se distinguent par rapport. Mais globalement, quand vous payez les 28 pays de l'Europe, c'est que vous n'avez pas véritablement de bons élèves. Cela veut dire les enjeux, c'est quoi? Vous savez, c'est les enjeux économiques. Et aujourd'hui, la pandémie de Covid-19, ça, c'est un coût. On va revenir sur l'impact de la Covid-19 sur cet engagement. Mais ce que j'allais dire, c'est que les États ont rassuré de leur engagement écologique. Mais en réalité, les actions n'ont pas suivi. C'est resté juste des accords qu'on a signés, en gros. C'est vrai qu'au début, ils étaient tous partis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils savaient que la situation était grave, qu'il fallait qu'on prenne une décision pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Mais quand ils sont retournés chez eux, ils se sont dit, mais écoutez, il y a l'ambition politique, c'est une course effrénée. Tout le monde vient être premier. Donc, pour être premier, il faut aller utiliser les énergies fossiles. Alors, dans ce cas, si moi je me laisse, je dis, ok, je laisse l'énergie fossile et que moi je prends les énergies propres, je serai en retard. Parce que, Alain l'a dit tout à l'heure, la plus grande ambition pour la plupart des pays, c'est l'économie. On ne pense pas d'abord à l'environnement. C'est d'abord le développement économique. Quand on parle aujourd'hui les États-Unis, c'est le développement économique que tout le monde cherche. L'Europe a beau dire, ok, nous on réduit nos émissions à tel pourcentage, mais une fois chez eux, chaque pays dit, mais attends, quelle est la partie que je vais prendre? Mais là, on s'observe, on se regarde et puis voilà, on dit, ok, quand on va s'asseoir ensemble, on va prendre les décisions, mais en attendant, puisqu'on est chez nous, ok, on continue comme ça. Et dans ce cas, l'environnement continue à souffrir, on continue à émettre des gaz à effet de serre et la Terre, elle, de son côté, continue à souffrir. C'est là le plus grand problème. On a évoqué le caractère non contraignant de ces accords-là. Il y a surtout cela, parce que l'accord de Paris ne dit nulle part, si vous ne respectez pas, il y a telle sanction. Il n'y a pas cela. Même le protocole de Kyoto, qui a des dispositions contraignantes, on ne l'a jamais mis en application. Jamais. À quoi ça sert alors? À plus forte raison, l'accord de Paris qui n'est pas contraignant. Donc, par conséquent, les gens surfent ces pays, les différents pays développés, surfent sur cet élément et puis continuent à utiliser allègrement les énergies fossiles en attendant que peut-être un jour, cet accord aura... Même un jour, qui va contraindre qui? Oui, mais il ne faut pas être pessimiste. Si on ne se contraint pas, on ne va pas y arriver. Quand on prend le cas des États-Unis, en 2017, contre toute attente, Donald Trump décide de sortir. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que pendant que le président se retirait, vous avez des États, vous avez des villes qui se sont engagées résolument. Vous prenez par exemple New York. New York aujourd'hui, c'est l'une des villes phares en matière d'engagement sur le climat. Donc, il faut voir l'engagement des pays, mais il y a une dynamique aujourd'hui qui se crée dans le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez vu, lorsque Donald Trump a décidé que les USA se retirent, mais il y a cette sanction morale. C'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions, de choses là, mais il y a des sanctions morales. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, lorsqu'un État ou un président, aujourd'hui, nous sommes en plein dans les élections aux États-Unis, mais il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui, il y a un mouvement citoyen qui fait pression sur, aujourd'hui, les dirigeants donc, de ces différents pays à véritablement s'engager. Mais c'est un problème de conscience. Oui, c'est un problème de conscience, mais ça va arriver. Parce qu'on se rend bien compte, si vous suivez un peu les dynamiques au niveau des pays, il y a une pression interne des citoyens. Vous avez vu tout le mouvement, même des jeunes. Vous avez vu la Suédoise. Donc, il y a un mouvement qui va venir de l'intérieur, qui va maintenant obliger progressivement les dirigeants du monde à respecter les engagements. Ils seront sanctionnés par rapport à leur programme au niveau des pays. Ils seront obligés, dans les programmes qu'ils proposent pour se faire élire ou pour se faire élire, mais les citoyens de plus en plus vont leur exiger un certain nombre de choses par rapport au climat. Parce que vous avez vu, les jeunes dans le monde se mobilisent et autres. Donc, c'est une dynamique qui est là. Aujourd'hui, les dirigeants du monde, vous allez voir progressivement, seront obligés donc, de rentrer dans les pas, même si il y a des contraintes par rapport à l'emploi, par rapport à l'économie. Donc, toutes ces contraintes-là font qu'aujourd'hui, que les dirigeants du monde sont en train de traîner les pas par rapport à l'accord du climat. Mais moi, je reste optimiste que ce mouvement de l'intérieur, cette dynamique qui est créée, va amener progressivement les différents dirigeants du monde à se mettre au pas, parce que les conséquences, les manifestations sont là. Aujourd'hui, aucune région du monde, aucune région n'échappe
aux conséquences donc, du dérèglement climatique. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est parce qu'il y a une absence de leadership mondial en faveur de la mise en œuvre des accords de Paris? Oui, c'est vrai. Mais quand vous suivez un peu, c'est que le président Emmanuel Macron a voulu à un moment donné prendre le lead par rapport donc à l'accord de Paris. Évidemment, parce que déjà, c'est à Paris à l'occasion de la COP21 qu'on a eu cet accord de Paris, qui a été véritablement un grand moment, une grande étape en matière donc, de réponse donc, au dérèglement climatique. Donc, Emmanuel Macron a voulu incarner donc, ce leadership-là, mais avec beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous demandez aux pays du monde donc de s'engager et autres, et pendant ce temps, vous-même, dans votre propre pays, ça pose un problème. Bon, ça cause un problème. C'est ça qui a son handicap. Ouais. Son handicap, c'est ça qui l'a fragilisé, je dirais, par rapport donc à ce leadership-là. Donc, parce que vous avez vu, évidemment, les mouvements des Gilets jaunes, tout ça a fait qu'à un moment donné, il a un peu traîné les pas, même si dans les revendications du mouvement des Gilets jaunes, il y a également, et c'est pour ça que je vous parlais justement de la pression interne qui viendra des citoyens. Quand vous voyez un peu dans les revendications des Gilets jaunes, il y a beaucoup de points qui concernent donc, le climat. Et il y a des engagements, le président Macron s'est engagé sur un certain nombre de points concernant donc, le climat. Donc ça va venir, ne soyons pas pressés, je pense qu'il y a une dynamique qui va venir, même en Afrique aussi. Ça va venir, ne soyons pas pressés, mais en attendant, on va laisser quelques terres aux futures générations. Non, mais c'est vrai, Alain l'a déjà évoqué. Vous savez, aujourd'hui, c'est la jeune génération qui a pris conscience. Et ces jeunes, aujourd'hui, seront les dirigeants de demain. Alors, par conséquent, la voie, elle est bien tracée. Mais quand ces jeunes seront au pouvoir, ils seront confrontés à la réalité du pouvoir. Non, vous savez, quand vous avez l'engagement dès le bas âge, ça reste. Ces dirigeants que nous avons aujourd'hui n'ont jamais voulu changer. C'est du coup qu'on a dit, OK, arrêtons d'utiliser les énergies fossiles. Donc, ils ont du mal parce que le problème, c'est de créer de l'emploi pour les populations. Il y a beaucoup de chômage. Il y a la crise économique. Le problème, c'est de créer de l'emploi, donner de la vie, enfin, un mieux-être aux populations. Mais ces jeunes, aujourd'hui, ont pris conscience et ces jeunes, demain, ils seront les dirigeants et ils seront obligés d'appliquer ce qu'ils ont commencé dès le bas âge. Et là, on est sûr, quand je prends par exemple une Greta Thunberg, un jour présidente de son pays, vous imaginez que celle-là ne va pas respecter de façon scrupuleuse les lois qui respectent l'environnement? Je ne crois pas. Elle le fera. Quand les questions économiques vont commencer à affronter les questions environnementales. Qu'il ne faut pas opposer l'économie à l'environnement. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est l'erreur que l'on commet. On peut aller à une transition où effectivement, on essaie de développer, d'avoir une croissance économique mais verte. Donc c'est le pas à franchir aujourd'hui et il faut changer de comportement. Il faut changer de paradigme. En fait, il faut changer de paradigme. Donc, mais il ne faut pas opposer. Donc on peut aller vers une économie verte. Une économie donc, qui respecte l'environnement mais en même temps qui crée des emplois. Aujourd'hui, si on fait cette transition énergétique, si on fait cette transition donc, climatique, on va avoir une économie bas carbone, mais en même temps qui va créer un certain nombre de... Vous voyez les énergies renouvelables. Il y a un terreau fertile pour créer un certain nombre d'emplois. C'est un secteur qui n'est pas encore exploité. C'est un secteur... Quand vous prenez le cas de l'Afrique, par exemple, le cas de l'Afrique où nous avons du soleil partout, vous voyez combien cela peut mobiliser comme jeunes pour travailler donc, sur des questions donc, de l'énergie thermique. Vous savez, on a encore beaucoup de fleuves aujourd'hui où on peut faire des barrages hydroélectriques donc, avec de l'énergie propre et tout ça. Donc, nous avons encore un gisement par rapport à l'économie, des opportunités qui sont là à saisir et qui pourront créer également de l'emploi. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer donc, l'économie aux questions. Alors, on l'a dit brièvement, la Covid-19 est venue un peu ralentir l'ambition de tous les États. Je vous rappelle, on menait ce débat sur le plateau de l'ERTB et puis Alain me disait que c'est comme si j'étais content que la Covid soit là. Il dit non, c'est pas cela. Au moins avec la Covid, on a vu quand même un certain respect de l'environnement. Tout le monde a arrêté. On a arrêté tout ce qui est usine. Le monde a mieux respiré. Quand vous allez par exemple en Chine, avant, quand vous soulevez la tête, vous ne voyez pas les nuages. Mais aujourd'hui, vous voyez les nuages en Chine. C'est ça en fait. Il faut espérer que le bienfait de la Covid. Certes, la Covid, je ne suis pas pour la mort des gens. Je ne suis pas pour cela. Mais je me dis quelque part, ça nous a dit stop, arrêtez le désordre que vous faites. Donc, quelque part, Covid est arrivé pour dire
cher pays développé, vous avez certes la puissance, mais vous n'êtes pas puissant éternellement. La nature, à un moment donné, vous dit stop et vous arrêtez. C'est ce qu'on a vu avec Covid. Oui, d'accord. C'est-à-dire, bon, quand on prend les leçons à tirer de cette pandémie, effectivement, ça nous amène à réfléchir sur même l'existence même de l'être, de l'homme, qui comprend maintenant à travers cette pandémie qu'il est un être fragile et qu'il est condamné à vivre en harmonie avec la nature, sans quoi c'est lui qui va disparaître et la nature va continuer. Maintenant, c'est que l'une des principales leçons, c'est que c'est possible dans le monde de faire respirer la nature. C'est la leçon. La pandémie nous a contraints à tout arrêter. On a vu les bienfaits que cela peut amener. Et pourtant, on n'en est pas mort. Mais en même temps, oui, mais attendez, et c'est là où William, bon, il est content, mais après, quand la Covid va partir, quand la Covid va s'arrêter, et nous le souhaitons vivement, mais les usines vont reprendre. Mais il aurait une certaine prise de conscience, Alain. Oui, mais est-ce que... Il aurait une certaine prise de conscience par rapport... On attend de voir, mais moi, je ne suis pas optimiste par rapport à ça. Mais en attendant... Parce que ces usines qui ont arrêté, tout ça, ils vont vouloir rattraper tout ce temps qu'ils ont perdu. Et vous allez vous rendre compte que, en réalité, la nature qui respire aujourd'hui, de façon... Voilà, ce sera encore pire. Parce qu'ils vont vouloir redémarrer. Et là, on trompe. Les machines. Pour rattraper le retard perdu, c'est cela? Ah, mais c'est ça. Alors, mais on espère. On espère. Parce qu'on nous dit que ce n'est pas seulement Covid-19, qu'il y a des pandémies à venir. Mais si cela peut nous discipliner tous, pour qu'on respecte la mieux nature, donc la nature, et qu'on comprenne qu'en réalité, bon, la nature peut reprendre ses droits à un moment donné, parce que, évidemment, par notre action, donc on dérègle les choses. Je crois que c'est... Alors on va finir là-dessus parce qu'on me dit que le temps est presque parti. L'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050, à votre avis, est-ce que c'est encore possible? Je crois qu'il ne faut pas dire c'est possible, c'est pas possible. On est condamné à aller à cette neutralité carbone si nous voulons continuer à exister. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les pays développés, et l'accord de Paris l'a clairement dit, la neutralité carbone, c'est déjà de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut réduire, mais en même temps, il faut promouvoir les puits de carbone. Notamment dans les pays moins avancés, donc les pays en voie de développement, où nous avons encore des puits de carbone. Et c'est là notre responsabilité, aussi par rapport au monde, en tant que pays africain, où nous avons des puits donc, de carbone. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour mieux protéger nos forêts qui constituent donc, des puits à carbone. Donc ça veut dire que l'Afrique aussi a sa part de responsabilité dans, évidemment, donc, la promotion donc, de ces puits carbone. Parce que quand nous voyons le rythme auquel aujourd'hui on détruit tout ce que nous avons comme forêt, comme réserve, comme réservoir carbone, c'est que, et on peut commencer à s'inquiéter. C'est vrai que le Bénin n'est pas un pays absolument de choses là, de forêts, de grandes forêts et autres. Mais quand vous allez dans les grands pays où il y a la forêt et autres, quand vous quittez le continent africain, vous allez au Brésil et autres, avec l'Amazonie, vous voyez ce qui arrive. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience que si nous voulons aller à la neutralité carbone, il ne faut pas attendre que les pays développés réduisent leurs émissions, mais il faut également promouvoir donc, ces puits de carbone. Et le Bénin aussi a sa part de responsabilité dans cela. C'est très simple. On pourra atteindre cette neutralité carbone à condition que chacun puisse comprendre que les arbres, ce n'est pas quelque chose à couper anarchiquement. Nos petites réserves de forêt que nous avons, protégeons-les. Les espaces que nous avons, verdissons ces espaces et on est sûr de pouvoir atteindre cette neutralité carbone. Merci à vous, chers confrères, Alain Tossounon, William Tchoki. On n'a pas abordé tous les aspects. On devait parler également du cas du Bénin, de la mobilisation du Bénin. Malheureusement, ce sera sur un autre plateau. À présent, on installe le dossier de la semaine.
On parle à présent des filles mères qui deviennent de plus en plus nombreux à Cotonou et environ. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui représente un véritable obstacle pour l'éducation et l'instruction des jeunes filles, j'allais dire. Avant de mieux décortiquer les causes et conséquences du phénomène des filles mères, on suit ce reportage réalisé par Alexandra Djotan sur les grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée, à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, qu'il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de filles mères. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Et voilà, le constat fait ces dernières années prouve donc à suffisance que de nombreuses jeunes filles scolarisées cessent avec les études. Quand elles tombent enceintes, elles deviennent filles-mères et font face à une monoparentalité précoce. Pour aborder la question avec nous ce matin, nous sommes avec Dr Caliste Wedé, docteur en sociologie, anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour docteur. Bonjour chers amis, bonjour les téléspectateurs de BB24. Merci. Et Patrick Adiagodjou est avec moi pour conduire cet entretien. Patrick, bonjour. Bonjour, Ulvaïs Balou. Alors, dites-nous, l'invité est là. Exactement, bonjour chers téléspectateurs. Le phénomène de filles-mères, un obstacle à l'éducation des jeunes filles. Nous venons de suivre un élément témoin qui a bien planté le décor de cet entretien. Docteur Caliste Wedé, dites-nous, que vous inspire cet élément que nous venons de suivre? Ce que j'ai suivi, pour ce qui m'étonne, pour ce qui me concerne du moins, je ne suis pas étonné. C'est ce que je dis, ça ne m'étonne guère. Pourquoi? Parce que je parlais de cette question de sexe dans ce pays, pour ceux qui le savent, depuis que j'étais à l'université. Depuis à l'université, en 2000, il y a 20 ans, je disais déjà avec les amis que tel que nous nous comportons ici, je ne veux pas nommer les lieux sur le campus en ce moment,
en ce moment, que nous allons faire du mal aux générations qui vont venir. Mais je n'ai pas été écouté. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens puissent comprendre? On a pris des initiatives pour aller dans les collèges un peu partout pour dire, le CES, il faut le retarder. Ouais. Mais à un moment donné, les gens nous ont dit, mais Calice, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les gens puissent retarder le CES. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas me dire aussi que les droits, non, il n'y a pas de droit sans développement. D'accord? Mais il y a un minimum qu'il faille sur quoi il faut beaucoup plus s'accorder. Avant de parler de ces quelques actions que nous devons mener pour freiner le phénomène de filles-mères, et au-delà de dire, avant de venir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous nous comportons, avant de parler de ça, dites-nous à quel moment on parle de filles-mères. D'accord. D'abord, il faut qu'on contextualise un peu le truc. La contextualisation m'amène à dire, le sexe d'abord, c'est l'une des activités humaines les plus codifiées. D'accord? C'est plus codifié. Puisque dans sa codification, à travers plusieurs sources, le droit, les religions, toutes tendances confondues, le sexe n'a que d'existence dans sa dimension manifeste que dans le milieu conjugal et le milieu marital. Donc, jusqu'à un moment donné, en Afrique, dans les années 70, puisque je viens de finir une étude ailleurs, les gens n'allaient pas au sexe, d'accord, si l'entrée en sexe ne coïncidait pas avec la vie conjugale. Donc, il fallait attendre les années 80-90 pour que les pays africains soient confrontés à ce que j'appelle les activités sexuelles prénuptiales. D'où le déshonneur. Mais aujourd'hui, tout le monde est rentré dans les droits sexuels où les gens ne peuvent plus se permettre au moins de dire, mais quelles sont les valeurs qui sont les nôtres du point de vue anthropologique. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler de la virginité à une fille. Peut-être que l'homme, demain, qui va la rencontrer, n'a plus envie de dire, bon, c'est moi qui vais... Je ne vais pas nommer certaines choses, d'accord, pour respecter un peu la pudeur. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est devenu l'élément de mode, effet de mode. Il faut aller au sexe avant de rentrer en vie conjugale. Certes, je le concède, mais tel que ça s'en va aujourd'hui, les rapports sexuels par rapport à ce que vous le dites, les filles mères, vous êtes devenues mères parce que votre corps, vous ne maîtrisez pas votre corps. Votre rapport sexuel, vous l'avez commencé très tôt. Et la méconnaissance de votre corps vous a conduit à une grossesse. Laquelle grossesse, quand vous l'avez, on ne parle pas de ceux qui possèdent pas avortement provoqué, mais nous parlons de celles qui ont gardé, d'accord, jusqu'à l'accouchement. Et en la matière, aujourd'hui, il y a des études qui nous ont montré aujourd'hui. Nous avons de sérieux problèmes dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans, d'accord, pour la dernière enquête démographique de santé, qui est une grande enquête, très fiable, d'accord, la dernière date de 2017-2018. 12% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà eu leur activité sexuelle. Et 6% au niveau des garçons ont déjà eu leur activité sexuelle. Et qui plus est, pour les filles, elles rentrent très tôt en activité sexuelle que les autres, déjà autour de 15 ans. Mais tout rapport sexuel, ça, ceux qui aiment lire, donc à lire, tout rapport sexuel autour de 15 ans expose la fille à ce qu'on appelle cancer de col de l'utérus. Ça, c'est encore un autre problème. Ce que j'appelle les maladies non transmissibles. C'est encore un problème. Si vous rentrez dans l'épidémiologie, vous allez vous dire, mais attention, il faut qu'on se comporte autrement. Qu'est-ce qui explique que les femmes, ou plutôt les filles, entrent beaucoup plus vite en activité sexuelle que les hommes? Il y a deux facteurs du point de vue démographique, avant de parler de facteurs économiques et culturels. Du point de vue démographique, la femme, sa vie génétique est très tôt terminée dans le temps, autour de 49 ans aujourd'hui. C'est pour là que nous prenons en démographie la tranche d'âge de 15 à 49 ans. Elle est capable de procréer. Après 49 ans, c'est la ménopause. Or, dès qu'il y a ménopause, c'est qu'il y a absence des menstrues. Et sans menstrues, pas de procréation. D'accord? Premier élément. Deuxième élément aujourd'hui, qui est du point de vue anthropométrique, c'est que les caractères sexuels secondaires sont de plus en plus précoces chez les filles. Ce qui avec l'environnement aujourd'hui qui favorise aujourd'hui cette expression, d'accord, cette volonté de soi d'aller au sexe, du fait de la forte pression des pulsions sexuelles. Il faut se l'avouer que la puberté, c'est le moment où la fille éprouve beaucoup de besoin, l'envie, parce qu'il y a la pression des pulsions sexuelles du point de vue psychologique, mais il n'y a pas un environnement qui puisse l'aider à canaliser, à faire comprendre que ce qui m'arrive, c'est normal, d'accord, mais tel que ce qui me vient dans l'idéalisme, d'accord, et que je puisse un peu me retenir.
C'est là que les parents commencent à jouer ce que j'appelle le sapeur-pompier après le désastre. Alors, il y a les facteurs économiques. Les facteurs économiques, c'est ça. Les facteurs économiques, c'est l'effet de groupe. Aujourd'hui, les ambitions démesurées et que le garçon, dès qu'il a un minimum qu'il puisse vous offrir, vous prenez votre sentiment, votre idéal comme une réalité et lui, il est plus présent dans le désir d'aller découvrir votre corps et après, il vous oublie puisqu'il n'a pas approprié votre personne. Il y a une différence. Quand j'ai suivi dans l'un des magazines réalisés par Alessandra tout à l'heure, j'ai dit, mais il dit qu'il m'aime. L'amour n'a que des preuves. S'il n'y a pas de preuves d'amour, il n'y a rien. Nos filles aujourd'hui sont tellement naïves à l'aune de tout ce qu'elles lisent à travers les réseaux sociaux. Ce qui fait que tout ce qui est structure d'accueil sont, je le dis bien, on m'appelle Kalis Oukwede, sont des structures défaillantes. Personne ne projette nos filles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand vous dites personne, oui, ça, où sont les parents? Les parents, vous avez mis ce que j'appelle quelque part la migration pendulaire. Ils courent derrière pour aller chercher l'argent. Il dit, bon, je veux ceci. Est-ce qu'on doit condamner les parents? Je les condamne parce que votre nom, c'est une identité. Laquelle identité doit être sauvegardée à l'aune de vos prouesses. Moi, j'ai travaillé pour atteindre un niveau. Si mes enfants ne dépassent pas demain, c'est que je n'ai rien fait sur cette terre. Ce n'est pas que j'ai laissé des graciers quelque part demain, encore qu'aujourd'hui, vous prenez la ville de Cotonou. Beaucoup ont vendu les maisons parce que la première génération qui est venue acquérir les parcelles à Cotonou, vous prenez des quartiers aujourd'hui, vous n'avez plus trouvé certains. Donc c'est une démission des parents. C'est une démission des parents. Et qui plus est, c'est des parents, pour la plupart, nous sommes en sociologie, c'est les statistiques. Oui. Ça veut dire quoi? C'est les parents, pour la plupart, ne se projettent pas dans le temps. Okay. Et s'inscrivent dans une certaine fatalité. Non, ils n'ont pas de vision. Si vous avez de vision, vous devez beaucoup plus travailler avec votre enfant à la maison, de savoir que le sexe, c'est une question de classe sociale, d'une part, et que le sexe, c'est une question de temps. Ce n'est pas pour rien que le Code des personnes et de la famille, dans son article 123, a stipulé 2 conditions, le critère démographique et le critère d'appartenance sexuelle. Mais à votre avis, à quel âge est-ce qu'on doit commencer à parler sexe avec sa fille? Non, parler de sexe à sa fille, c'est dès que vous constatez, déjà aujourd'hui il y a les télés partout, ce que j'appelle la forte médiatisation de la vie sexuelle à travers les médias, d'accord? C'est que dès que vous constatez que votre enfant, déjà autour de 9 ans, 10 ans, d'accord, et elle se rend compte qu'il y a une différence sexuelle qui est connue, vous avez les médias dedans très tôt, c'est de commencer par échanger avec elle. Vous allez vous décomplexer complètement pour savoir les mots qu'il faut utiliser. Ce que j'ai l'habitude d'appeler un de mes collègues, il faut aller chercher la terminologie linguistique convenable pour lui expliquer ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne veut pas comprendre. Et projeter l'enfant dans son devenir, projeter l'enfant dans son épanouissement de demain. Quand vous faites ça, votre enfant va vous comprendre, il va prendre ça. Mais ce n'est pas tout en disant ça et ne pas être là pour accompagner en termes de soutien psychologique, en termes d'accompagnement dès qu'il y a des besoins et de travailler sur elle pour qu'elle ait ce que j'appelle la confiance en soi, le développement personnel. Ma fille, tu es belle, tu es intelligente. Travaille encore mieux, je vais t'apporter ceci. Ne te laisse jamais dominer par un homme. Ce n'est pas que je crée de révolte. La même chose que je dis au niveau de ma fille, je dis la même chose au niveau de mon garçon. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Oui, on est devant le fait accompli. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Les parents, déjà, je le dis aujourd'hui, il faut que chaque parent fasse le point à son niveau. S'il y a des filles qui sont déjà en activité sexuelle, c'est de me rapprocher d'elles, de leur parler. Avec qui? Parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit ça quelque part. Très souvent, les parents ne savent pas que les filles sont en oui, activité très souvent, les parents ne savent pas. Peut-être parfois, la maman est mise devant le fait accompli parce qu'il y a ses copines qui l'ont dit, si tu ne fais pas ça avant ceci, alors que ça n'a rien. Si vous suivez d'autres émissions, dont je suis très souvent sollicité, vous allez vous rendre compte avec d'autres sociologues, des sociologues avec qui je suis dans un espace d'échange par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte. D'accord? Donc aujourd'hui, les parents n'arrivent pas à construire leurs enfants. On construit sa descendance. Mais quand on n'a pas été éduqué à construire, parce que les parents d'aujourd'hui étaient des enfants hier, ils n'ont pas été éduqués. Oui, c'est ça aujourd'hui. Quand vous avez connu votre femme au bord de la rue et qu'elle n'a d'existence comme femme sous votre toit à travers la grossesse, vous le reproduisez quoi de meilleur? Vous avez dit aux enfants aujourd'hui qu'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de dot, il n'y a plus de connaissance des parents, et vous êtes parents de fait. Si vous êtes parents de fait, voici les conséquences. Vous comprenez? Vous devez avoir l'élégance qu'il faut pour rendre honneur à la fille à travers ses parents qui lui ont donné l'éducation. Laquelle éducation est manifeste à travers son comportement.
comme le disait l'un de mes professeurs. D'accord? Voilà. Si aujourd'hui une fille est mère, est-ce qu'elle a la chance d'être réinsérée? Il y a deux conditions. La probabilité de réinsertion est tributaire de beaucoup de paramètres. Si c'est en milieu rural, la probabilité est très faible. Parce que quand on ne veut pas rentrer dans les détails, dans tout aujourd'hui, comme je l'ai dit, 20% des adolescents sont déjà dans cette vie procréative. Et parmi ces 20%, il y a 15% qui concernent déjà des filles qui ont déjà une naissance vivante. Et 5% sont en état de grossesse. Ça veut dire que ces filles-là attendent une naissance. La référence n'est que l'EDS, la dernière édition, ça veut dire la 5e. Le Bénin réalise, vous m'excusez, en sociologie, c'est les chiffres avec les analyses. D'accord? Depuis 1996, aujourd'hui, à une période de 55 ans, nous réalisons ces grandes études qu'on appelle les grands indicateurs pour permettre à tout le monde de travailler. Mais aujourd'hui, on réalise des projets sans aller chercher ceci pour faire ce qu'ils appellent les cadres logiques. Les pauvres seront toujours pauvres. Est-ce que vous nous confirmez que la réinsertion de ces jeunes filles mères est possible? C'est possible. C'est possible. Il faut qu'il y ait un programme d'accompagnement, de récupération. J'en connais des ONG qui en ont fait sur financement. Je ne suis pas là pour parler en leur nom. Mais je dis, la probabilité est très faible en milieu rural. Parce qu'en milieu rural, les gens sont dans un postulat de fatalité. Oh bon, c'est fini. Vous comprenez? Pas en milieu rural. J'ai fait une étude dans une région lacustre à côté de nous, là, pour ne pas être dans l'Atlantique. D'accord? Vous prenez avant 25 ans, je pense que si je ne m'abuse pas, la vie génétique là est très manifeste. Si les journalistes aiment bien, je vais leur donner ces éléments-là, ils vont pouvoir le dire. Sincèrement, à moins de 30 ans, c'est des gens qui ont déjà au moins 9 à 10 gestes. Si dans les zones rurales, les parents se retrouvent dans le fatalisme ou disent bon, ce n'est plus possible que ma fille ait une chance, un avenir, qu'est-ce que les acteurs de la chaîne de l'éducation doivent faire? C'est là le travail, puisque les conséquences de tout ce qu'on veut dire sont à l'aune de l'absence de la femme dans les instances de prise de décision. Sont à l'aune des femmes combien sont sorties de l'université. Vous pensez, pourtant il y a un arsenal juridique. Non, l'arsenal juridique, c'est ça, je suis sociologue. Il y a l'arsenal juridique qui est un élément qui vient corriger un comportement social. L'harmonie entre les deux n'est pas de fait, c'est un processus. Il faut déconstruire un certain nombre de pratiques sociales. Mais combien vont le faire? Et combien vont comprendre? Quand certaines autorités descendent sur des lieux pour tenir des discours, non, il y a des localités où vous ne devez pas tenir certains discours. Alors, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il faille introduire l'éducation sexuelle? Parlant de l'éducation sexuelle, pour ceux qui peuvent aller chercher mes écrits, il y a au moins 20 ans, j'ai déjà fait sortir un mémoire portant sur la problématique de la gestion des pulsions sexuelles des adolescents dans la ville de Cotonou. Oui. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit quoi? En quelques mots. En quelques mots, qu'il faille mettre dans chacun des établissements, d'accord, une structure. Puisque les établissements secondaires aujourd'hui de l'État n'ont pas de moyens pour régler les autres questions de l'éducation. Ça veut dire que les questions à caractère social. Donc, il faut mettre dans ces établissements une sage-femme, un psychologue et un sociologue. C'est ce que j'ai dit dans ce pays qu'il faut faire. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Tout le monde court pour dire les droits sexuels. Tout le monde court pour dire il faut utiliser le préservatif. Tout le monde pour dire il faut mettre les pilules. Ça, c'est dévoyer le sexe. À quelle enseigne que la fille, quand elle passe tout ce temps-là, le moment de venir d'être dans une vie conjugale pour avoir d'enfants, elle est confrontée à des problèmes. Et d'autres problèmes. Les gynécologues, je suis allé vous rencontrer l'une des figures aujourd'hui qui reste après le départ des autres pour qu'on puisse un peu travailler sur certaines choses. Je l'ai déjà dit. D'accord? Donc, il faut que les parents se projettent dans le temps et que l'État prenne conscience. Je dis bien prenne conscience. Parce que quand vous voyez les statistiques, vous me permettez de vous donner quelques statistiques. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez aujourd'hui l'entrée en 6e, nous avons au moins entre 60 et 70 entre les deux sexes qui se retrouvent déjà au collège. Oui. D'accord. Mais de la 6e en 3e, il y a une horde des filles qui quittent le système. D'accord? À peine vous allez trouver 37% de cette horde-là qui va se retrouver au second cycle. Au second cycle, moins de 3% viennent en terminale. Vous vous imaginez? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État dépense beaucoup dans le système éducatif, mais au finish, au niveau des filles, nous perdons davantage. D'où ces filles vont se retrouver dans des secteurs qui ne sont que des secteurs où le sexe est rentré dans un postulat
de mercantilisme sexuel. Et là, c'est qui? C'est fini. Là, ça veut dire quoi? Il y a un cycle infernal de pauvreté qui se multiplie dans la mesure où elle n'a pas pu être à l'école comme il faut. Elle a fait un enfant, l'homme a disparu. Elle a l'enfant sur la charge, comme là. Elle va faire ce qu'il faut faire pour subvenir à l'enfant. Et puis, si c'est encore une fille, la probabilité de reproduction sociale est très élevée dans ces cas-là. D'où j'ai écrit un article là, la multiplication des mères célibataires au Bénin. Voilà encore un autre pan de notre société, de notre problème. Merci à vous, docteur Calice Ouédé. On vous aura compris dans tous vos éclaircissements. On retient que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne et que la responsabilité de l'éducation sexuelle incombe notamment aux parents. Aux parents et également, j'ajouterai à l'État qui doit créer le cadre, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, pour permettre aux enfants d'être bien éduqués et d'avoir le nécessaire comme information sexuelle. Ce sera tout pour Week-Echo de ce dimanche, émission que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortv.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.